Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième séminaire consécutif du CAPS que nous démarrons avec 2 minutes de retard, tout simplement parce que nous avons un petit problème technique dans le sens où l'oratrice du jour n'est toujours pas arrivée à se connecter et à nous rejoindre. J'espère qu'elle y arrivera dans les quelques minutes qui suivront, parce qu'en fait, la fois dernière, on a reçu une série de questions juste à la fin du séminaire et donc j'avais suggéré à Olivier Rouquette, qui avait donné le séminaire de jeudi dernier, eh bien, de nous rejoindre en début de séance, de reprendre ces questions et d'y répondre avant de commencer le séminaire du jour qui sera donc consacré au sommeil. Et donc, c'est très volontiers que je passe la parole maintenant à Olivier. Merci Marc. Alors, on avait effectivement quelques questions suite au séminaire dernier pour lesquelles on n'avait pas eu le temps ou l'occasion de répondre avant que ça se termine. Alors la première, elle nous venait de Quentin V qui demandait, pour rebondir sur l'idée du blocus, est-ce que la pratique d'un entraînement classique est pertinente durant le blocus? Donc, sachant que le blocus est une période de charge importante ou de charge cognitive importante dans la structure journalière du joueur. Alors, la question en fait, d'avoir une charge d'entraînement et une charge cognitive simultanée pendant le blocus, a priori, ne crée pas de gros soucis, pour autant qu'on n'ait pas d'objectif de performance simultanée. Alors ça vient, il y a quelques études là-dessus. Moi, j'ai eu la chance de faire mon mémoire sur les étudiants athlètes à Louvain-la-Neuve. On se rendait compte qu'avoir une double charge, quand c'était bien géré, a priori, ça passe sans trop de soucis, tant que c'est une double charge de travail. Par contre, quand on avait des objectifs simultanés, donc par exemple une session d'examen en même temps qu'une compétition sportive ou une compétition importante sportive, là, on pouvait avoir un petit peu plus de difficultés. Donc, après, le niveau de charge, c'est toujours quelque chose à monitorer en permanence et sur lequel les feedbacks vont être importants, de savoir, tiens, certains athlètes supportent bien, par exemple, les séances d'endurance pendant les périodes de charge cognitive, d'autres supportent bien les séances de force, et voir là ce qui est possible de faire. Donc, ici, une première réponse à cette petite question. Donc, a priori, ça ne pose pas trop de soucis, mais voilà, c'est quelque chose en tout cas auquel il faut faire attention, qu'il faut bien monitorer et, si possible, éviter les objectifs de performance simultanée. Alors, on avait une deuxième question, une question ici anonyme, de quelqu'un qui s'était logué de manière anonyme, qui demandait comment est-ce qu'en tant que parent, on peut encourager un jeune athlète à structurer sa planification, mais aussi sans éviter ou sans amoindrir ce qu'on appelle ici l'autogestion. Alors, c'est une question qui est très importante parce que on a souvent un petit peu d'incompréhension. On avait parlé d'autonomie et de structure la semaine passée durant le webinaire. L'idée étant que pour renforcer ce qu'on appelle le soutien ou le support à l'autonomie, ça vient avec énormément de structure. Donc, un parent, ce qu'il peut faire pour aider alors à l'autogestion, on utilise ici plutôt le terme d'autonomie, pour aider à l'autonomie, c'est mettre une structure qui est cohérente. Donc, on avait parlé de mettre les repas, les heures de sommeil, etc., et avoir des plages de travail dans lesquelles on laisse ici l'enfant ou le jeune athlète, au sein de ces plages de travail qui sont structurées, agir en autonomie. Donc, c'est la structure qui va aider l'autonomie, ce qui peut paraître par moments un petit peu contre-intuitif, mais c'est bien ici comme ça qu'on travaille. Ensuite, on avait une question demandant, tiens, j'avais effectivement parlé de comment est-ce qu'on peut améliorer son autorégulation en période de confinement, et j'ai une personne qui demandait est-ce que ces techniques peuvent être transposées à d'autres moments, donc par exemple pendant les vacances, entre deux saisons, etc. Et oui, donc ces techniques d'autorégulation dont on avait parlé, donc le cycle de Zimmermans, qui avait été vu avec une phase de préparation de planification, une phase de monitoring et une phase de feedback et de retour, si on veut. C'est une technique qui est tout à fait omnibus et qu'on peut mettre en place on va dire, à n'importe quel moment. Alors moi, je l'ai utilisé avec des étudiants athlètes ou des athlètes
particulièrement en blocus, mais on sait que pendant les vacances, si on veut se mettre dans un travail par exemple cognitif ou un petit peu plus difficile à mettre en place, ça peut effectivement être mis en place pendant les vacances. Ensuite, on avait une question de Kader, un entraîneur apparemment football, qui demandait, tiens, le confinement, au même titre que le décrochage scolaire, ça pourrait faire diminuer l'intérêt ou la motivation des athlètes pour le sport, et qui me demandait ce qu'on pouvait faire afin de maintenir la motivation. Alors la première réponse ici, c'est en fait le contexte. Quand on parle de décrochage scolaire, si on revient au niveau des théories de la motivation, et si je prends la théorie de l'autodétermination, en fait, on va chercher toujours à maintenir ce qu'on appelle une motivation intrinsèque, ou des comportements qui sont internalisés. Et pour cela, on a des besoins psychologiques de base que ceux qui ont fait des cours généraux ADEPS doivent connaître, qui sont le besoin de compétences, le besoin d'autonomie et le besoin d'affiliation sociale. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en cas de décrochage scolaire, il y a au minimum, on va dire, sans doute le besoin de compétences qui est mis à mal et qui met à mal la motivation intrinsèque par la suite, et aussi très probablement le besoin de base d'affiliation sociale. Ici, pendant la période de confinement, a priori, l'affiliation sociale peut être un petit peu remise à mal, la compétence certainement pas. Et par contre, on a vu qu'on avait une très grande autonomie. Donc ici, moi, je ne pense pas qu'on puisse avoir, alors peut-être en termes de motivation, des grosses baisses. Donc si on avait quelqu'un qui était engagé de manière plus ou moins intrinsèque dans les activités, on ne devrait pas avoir de gros soucis. Mais il peut être important pour les entraîneurs de maintenir de la structure, donc par exemple organiser des sessions d'entraînement online ou des sessions de renforcement musculaire, de maintenir l'affiliation sociale, donc maintenir les contacts sociaux entre les athlètes, entre les joueurs ou avec le staff, et puis si possible essayer de maintenir les compétences sportives ou les habilités sportives d'une manière ou d'une autre, donc de nouveau via des entraînements ici à distance. Et puis on avait une dernière question qui venait de Corentin qui demandait si j'avais des conseils pour réussir à se remobiliser à un moment de la journée où les capacités de concentration sont diminuées. Alors on avait vu que dans ces stratégies d'autorégulation, l'idée est effectivement de moduler ces activités quelque part en fonction du niveau de fatigue ou de concentration, mais une idée de base qui est très très importante, c'est en fait de diriger ces actions, de diriger ce qu'on fait, non pas en fonction de ses émotions, de ses sensations du moment, mais bien en fonction de ses buts et de ce qu'on a défini. C'est pour ça qu'on met une structure importante et on peut arriver à avoir des activités qui sont assez ennuyeuses, pour lesquelles on doit se mettre, qu'on n'a pas envie, c'est pas forcément agréable, on se sent fatigué et on va le faire quand même parce que ça a du sens, parce qu'on doit le faire et parce qu'on l'a planifié au préalable. Alors effectivement, après on peut moduler un petit peu plus finement et voilà, moi je sais à titre tout à fait personnel, je sais que le début d'après-midi est une période compliquée parce qu'on digère, parce que c'est pour différentes raisons. Et donc, on peut essayer aussi, en fonction des feedbacks et de la partie de retour, essayer de moduler et de planifier des activités qui vont demander au niveau cognitif un peu plus de ressources au moment où on s'en sent, on va dire, le plus frais. Alors, il y a certaines personnes, c'est en fin d'après-midi, d'autres, c'est le matin. Ça, évidemment, on va utiliser les feedbacks ici pour moduler cela. Bonjour, excusez-moi un peu pour cette précipitation. L'outil informatique n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais en tout cas, je suis enchantée d'être avec vous justement pour pouvoir vous permettre de vous éclairer sur le rôle que le sommeil peut jouer dans cette période d'incertitude et surtout voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir conserver un bon sommeil ou plutôt comment est-ce qu'on va pouvoir adapter nos habitudes de sommeil dans cette période de stress liée donc, au confinement. Et donc j'aimerais voilà. Donc c'est normal que vous ne dormiez pas bien ici maintenant à cause de voilà, du stress, de l'inquiétude et même de la déprime. Il y a une étude en fait de l'Institut national de sommeil et de vigilance en fait française qui montre que 73% en fait des Français de la tranche en fait 15-35 dorment mal. Et donc, il est indispensable maintenant voilà, de porter vraiment une attention particulière à vos habitudes de sommeil. Pourquoi? Parce que voilà, le sommeil est
parce qu'un sommeil de qualité en fait et de durée adéquate aura des bienfaits non seulement sur la gestion de votre stress et de vos émotions, mais également en fait de votre santé et de votre santé physique et de vos performances. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne défile plus. Voilà. Donc, dans cette période de chamboulement, eh bien, le sommeil, je pense que c'est notre meilleur allié. C'est vraiment un élément protecteur qui est à notre portée. Et l'importance, en fait, de vous sensibiliser à garder donc, une bonne alternance des rythmes veille-sommeil afin de maintenir donc, la synchronisation de votre horloge biologique pour être le mieux adapté possible à notre environnement. Et donc, simplement vous dire que le sommeil, ce que vous devez comprendre, c'est que le sommeil est avant tout un comportement. C'est lui, en fait, c'est un comportement qui régule, en fait, qui est régulé donc, par toutes nos horloges biologiques. Et donc, c'est vraiment un compromis entre ce qu'on doit faire, c'est-à-dire la nécessité de coller à notre horloge pour être mieux adapté, mais également un compromis avec ce qu'on aurait envie de faire et ce qu'on peut faire. Et donc, vraiment, l'idée ici, c'est d'essayer de maintenir, en fait, et de comprendre qu'on peut agir, en fait, par nos comportements pour réguler en fait ces mécanismes de l'endormissement que sont les processus homéostasiques et circadiens qui sont en fait les principaux gardiens de notre sommeil. Et que maintenant, quelques recommandations en fait, pour conserver un bon sommeil. Je vous dirais d'abord, dans cette période, vraiment d'accorder une grande importance, en fait, et vraiment de mettre votre sommeil, de prioriser, en fait, de mettre la priorité sur votre sommeil, en lui réservant, en fait, une période d'au moins 7 à 8 heures par nuit. Parce qu'en fait, voilà, comme je vous disais, c'est principalement en fait les jeunes qui voilà, on néglige ou sont en privation de sommeil, comme on va le voir après. Et donc pendant longtemps, probablement que pour des raisons voilà, de travail, d'obligation de famille, que sais-je, voilà, vous êtes maintenu un peu en privation chronique de sommeil. Et donc maintenant que vous devez rester à la maison, c'est vraiment le moment de mettre l'accent sur votre sommeil. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie essentiellement en fait de respecter vos rythmes et vos besoins de sommeil. Comment? Voilà, si j'attire votre attention, voilà, en vous disant, mais finalement, voilà, moi, combien d'heures de sommeil est-ce que j'ai besoin? Vous voyez ici sur mon diapo une enquête en fait aussi de l'Institut national de sommeil et de santé français qui montre en fait donc le nombre d'heures moyen de sommeil sur la semaine et sur le week-end. Donc vous avez ici le week-end en bleu, en mauve clair et le sommeil le week-end, la semaine en mauve foncé. Et donc ce qu'on voit, c'est que voilà, en moyenne, les gens dorment 7 à 7 heures de sommeil en semaine et essaient de prolonger un peu le week-end. Ça représente en fait 63% de la population dorme 7 à 8 heures. Et seulement voilà, 30% dorment 2 à 6 heures. Et ce qu'on voit ici, c'est que ce sont principalement en fait les jeunes. Et donc, quelle est la durée idéale? Eh bien, ça va varier d'une personne à l'autre et ça va varier aussi en fonction de l'âge. On a des grands dormeurs et des petits dormeurs. Mais ce qu'on sait, en tout cas maintenant, c'est qu'effectivement, 6 heures, c'est vraiment le seuil limite pour la santé en termes de risque cardiovasculaire, métabolique. Et que ce qu'on voit, c'est que 33% en fait, des jeunes dorment moins de 6 heures. Et donc, je pense vraiment que dans cette période un petit peu particulière, dans laquelle les rythmes sont différents, il est important d'accorder du temps et une rythmicité en fait, à votre besoin de sommeil. Et parce qu'effectivement, la majorité des jeunes en fait, ont un sommeil suffisant, mais de durée insuffisante. Et donc, j'insiste donc sur vos rythmes et vos besoins.
Donc, on a parlé des besoins, maintenant des rythmes. Eh bien, donc c'est à savoir, tout ça dépendra en fait de ce qu'on appelle le profil circadien. Et donc de savoir si vous êtes un lève-tôt ou plutôt un couche-tard. Alors, effectivement, si vous êtes un lève-tôt, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir vous lever plus facilement, le soleil va vous aider à vous réguler. Si vous êtes un couche-tard, mais faites attention à ne pas trop vous décaler et vraiment rester vigilant sur le fait de garder une rythmicité à votre vie. Ça va favoriser en fait l'alternance veille-sommeil et ça vous aidera vraiment dans la régulation de l'horloge biologique. Comprenez bien que c'est pendant la journée que se prépare en fait la qualité de votre sommeil de nuit. Tout ça aussi pour vous rappeler quelles sont les fonctions en fait du sommeil. C'est essentiellement une fonction de drainage, de clearance. Mais à savoir aussi qu'en fonction en fait du stade dans lequel vous vous trouvez, il a des missions qui sont différentes. C'est que le sommeil lent profond est d'un stade qui est extrêmement lent, dans lequel il y a un ralentissement qui va permettre en fait toute cette récupération physique, cette restauration des tissus musculaires, donc cette mise au repos du système cardiovasculaire, la reconstruction des réserves en glycogène, mais également, et pour les plus jeunes, en fait, c'est la sécrétion de tout ce qui est les hormones de croissance, en fait. Et donc, moins ils vont dormir, moins ils vont pouvoir grandir. Pareil pour les hormones de l'appétit, on verra ça plus tard. Par contre, le sommeil paradoxal, et donc son nom est tiré de là, c'est à l'inverse, donc c'est une activité cérébrale qui est extrêmement intense, dans lequel il y a une atonie musculaire extrêmement flasque qui est abolie, le tonus est aboli, mais qui nous aide également à gérer donc ces émotions. Et donc plus il va y avoir des interruptions en fin de nuit et donc en sommeil paradoxal, moins donc plus il y aura ces éveils, plus vous allez pouvoir avoir des souvenirs en fait de vos rêves, de vos cauchemars, et donc il y aura une plus grande difficulté en fait dans tout ce qui est gestion émotionnelle à ce moment-là. Donc il est donc indispensable, et je pense vraiment pour le sportif, de mettre vraiment l'attention à cette période sur le sommeil pour favoriser la récupération, mais la préparation aussi par rapport aux performances. Alors, mon deuxième conseil serait donc de maintenir, je parle beaucoup de rythmicité, mais de maintenir des horaires réguliers de coucher et surtout de lever. Et donc, comme je vous disais, on va vraiment jouer en fait sur la physiologie du sommeil pour comprendre donc, ces mécanismes liés à l'endormissement. Et donc, les deux lois fondamentales sont le processus circadien et la pression sommeil qui est le processus homéostasique. Et comme le graphe vous le montre ici, c'est que quand on est endormi, on fait chuter sa pression de sommeil et à l'éveil, on va accumuler une pression de sommeil. Et donc, plus vous allez être réveillé longtemps et plus l'endormissement sera rapide et plus votre sommeil sera profond et prolongé. Et donc, vraiment, notre corps et notre cerveau vont bien répondre à ces routines. Et le fait de respecter donc, ces horaires veille-sommeil si réguliers que possible, ça sera bénéfique non seulement pour votre sommeil, mais aussi pour toutes vos activités en fait en journée. Parce que ça va vraiment, ça agit comme des donneurs de temps en fait à notre horloge. Et donc, c'est bien, donc comprenez-moi bien, c'est bien la restriction du temps passé au lit qui va favoriser la consolidation et la profondeur de votre sommeil. Donc, dormez seulement autant que vous en avez besoin pour vous sentir prêt la journée, mais comprenez bien, voyez ce graphe ici, que plus vous allez augmenter votre temps passé au lit et plus vous allez fractionner, voyez, donc avoir des éveils et appauvrir la qualité de votre sommeil. Et donc, clairement, c'est bien la restriction qui va augmenter la profondeur, en fait, et la densité de votre sommeil. Et c'est de celui-là dont vous avez besoin maintenant pour tous ces mécanismes en fait de récupération. Alors, je vous conseillerais aussi de faire attention au comportement de compensation que sont les siestes, parce que comme vous le voyez ici en grisé, donc pendant le sommeil, on fait chuter sa pression de sommeil, et donc du coup, plus vous allez faire une sieste, ici vous allez faire chuter votre pression de sommeil, mais donc du coup, entre les deux pressions de sommeil, vous n'allez pas accumuler suffisamment de pression de sommeil, que soit pour tomber endormi rapidement, ou que pour avoir une pression de sommeil suffisante, que pour maintenir une bonne continuité à votre sommeil.
Et donc, pareil avec le comportement de grasse matinée, c'est que plus vous allez augmenter donc, votre temps passé au lit, on a une certaine propension de sommeil. Et on n'est pas comme les koalas, donc c'est pas parce qu'on va pas passer 22 heures dans son lit et dormir et récupérer, et que plus vous allez augmenter votre temps passé au lit, plus vous allez appauvrir et fragmenter. Alors sur la question, voyez la question ici des siestes. Moi, ce que je vous conseillerais par rapport aux siestes, c'est d'évaluer la somnolence. Et attention à la confusion qu'il y a entre la sensation de fatigue, d'envie de dormir et de somnolence. C'est que maintenant, actuellement, on a davantage une fatigue psychique, justement liée au focus attentionnel sur les écrans. Toutes les choses nous ont demandé des capacités d'adaptation, en fait, extrêmement, dans un temps rapide et extrêmement intense. Et donc, on a davantage une fatigue psychique, oui. Mais la fatigue psychique, c'est vraiment le signal d'alarme de notre cerveau qu'on a fait une trop grande activité de manière trop prolongée et qu'on a besoin de repos. Mais le repos, ce n'est pas forcément la somnolence ou le sommeil. La somnolence, c'est aussi un état de vigilance dans lequel, en fait, eh bien, vous allez commencer à bailler. Clairement, il y a un ptosis des paupières, une perte de tonus au niveau axial du tonus et un endormissement objectivé. Et donc, effectivement, si vous sentez ces sensations-là, alors faites davantage une courte sieste pour ne pas handicaper la qualité de votre sommeil de nuit. Et je vous conseille même de prendre un café avant de faire la sieste parce qu'on sait que la durée en fait d'installation et d'action de café est une durée de 20 minutes. Et donc comme ça, le café vous permettra de vous éveiller. Et ne pas faire donc des durées trop longues pour ne pas effectivement handicaper votre sommeil de nuit. Alors j'insiste aussi sur le fait d'essayer d'instaurer des routines avant le coucher, en essayant de réserver une période d'au moins 2 heures avant d'aller au lit, vraiment pour décompresser et essayer de mettre vraiment un rituel de détente pour que vous soyez dans les meilleures conditions. C'est vraiment comprendre que le sommeil, ce n'est pas un interrupteur on-off. Et donc, pendant ces périodes, prenez un bain, faites de la lecture, écoutez de la musique, faites de la méditation. J'ai envie de dire, peu importe l'activité choisie, mais qu'elle se fasse en dehors de la chambre pour justement garder ces activités calmes, etc., bénéfiques et qui permettent en fait de diminuer toute anxiété qui peut être néfaste pour l'endormissement. Alors pareil, essayez vraiment de préparer donc, le décor pour un sommeil sain dans un environnement donc sécurisant et confortable. Prenez vraiment le temps d'organiser votre chambre pour que ce soit un peu comme un cocon, comme un oasis voilà, de sérénité, de calme et dans lequel vous vous sentiez vraiment à l'aise. Parce que dormir fait encore appel à des mécanismes archaïques comme quand on était homme préhistorique. Et que voilà, s'endormir, ça pouvait être dangereux parce qu'on pouvait être attaqué ou chassé et que donc on a vraiment besoin en fait de ce confort et de sérénité par rapport à la chambre. Et donc voilà, essayer que la température ambiante, en général on conseille 18 à 20 degrés, que votre literie soit confortable. J'insiste aussi sur le bruit. J'insiste aussi sur le bruit et sur le fait qu'elle soit suffisamment occultée, donc parce que la lumière est notre synchroniseur principal et c'est éveillant, mais également que ce soit donc un endroit sécurisant, ça je vous l'ai déjà dit. Ensuite, voilà, ce que je pense aussi, c'est de s'abstenir de consulter en fait les différents médias dans votre chambre à coucher ou à l'heure du coucher. Je comprends tout à fait que vous souhaitez rester informé et c'est bien normal. Mais par contre, choisissez des sources d'informations qui soient fiables et réduire en fait voilà, le nombre de fois par jour où vous consultez. Informez-vous seulement une fois pendant la journée pour vraiment éviter toutes ces nouvelles informations en fait juste de la télévision, juste à l'heure dans la chambre ou juste avant votre coucher ou ces lectures, voilà, des différentes études sur le Covid sur votre tablette dans la nuit. Dans votre chambre, dans la chambre en fait noire.
Pourquoi? Parce que vraiment l'exposition à l'information en fait peut rapidement devenir anxiogène, et surtout vous risquez d'associer en fait votre lit à cette sensation et à ce stress et à cette sensation anxiogène, et donc créer un conditionnement en fait négatif entre le lit et le sommeil. Ensuite, oui, ça, je pense aussi, éteignez tous vos appareils électroniques, que toutes les notifications sonores permettre d'être le plus déconnecté en fait possible, et surtout ne pas les consulter pendant la nuit, parce qu'effectivement, plus vous allez mettre de la lumière et plus ça va vous éveiller. Donc, et effectivement, voilà, l'exposition prolongée à la lumière en fait va fragiliser votre sommeil, elle va favoriser en fait le décalage de votre horloge biologique, et pareil aussi pour certains jeux en fait le soir qui vont générer une stimulation intense et créer un état d'hyper-réveil qui ne vous permettra pas en fait de pouvoir lâcher et de vous endormir. Qui ne générera pas le lâcher-prise nécessaire en fait à l'endormissement. Pareil que toute l'activité sur les réseaux sociaux le soir. Et alors, je sais que le télétravail est extrêmement prisé pour le moment, mais je vous conseille vraiment de faire une césure en fait dans votre vie entre votre travail et votre vie privée, parce que sinon, voilà, vous risquez d'arriver vers certains comportements de privation de sommeil qui vont effectivement générer encore plus de fatigue, encore plus de somnolence, une inhabilité sur l'humeur, une difficulté de concentration. Et pareil, je vous conseillerais aussi de ne pas faire d'exercice physique le soir, parce qu'effectivement, vous allez vous activer, vous allez augmenter votre température corporelle. Et on sait que pour s'endormir, il faut une diminution de la température corporelle. Plus elle est marquée et plus votre sommeil sera de qualité, et la température doit descendre au moins de 1 degré. Alors, donc je reviens à la lumière. La lumière qui est notre synchroniseur principal. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, la lumière, en fait, est filtrée à travers, en fait, les ganglions à mélanopsine, et qui donc entre à travers l'œil. Et le grand chef d'orchestre, en fait, de tous nos rythmes et de tous les rythmes du vivant, c'est le noyau suprachiasmatique. Et en fait, plus vous allez mettre de la lumière, plus il va être activé, et plus du coup, il va diminuer la sécrétion en fait en mélatonine, qui est la véritable hormone du sommeil. Et donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai une petite dia qui est assez parlante sur les concentrations donc en mélatonine ici et l'exposition à la lumière. Et on voit en fait, donc c'est normal, plus on s'endort, en fait, dès qu'on s'endort, la mélatonine commence à monter pour favoriser donc l'endormissement, et se prolonge sur l'ensemble de la nuit. Mais plus vous allez mettre de la lumière, et on voit seulement 15 minutes d'exposition à la lumière, et plus vous faites chuter en fait votre mélatonine. Donc c'est pour ça que votre chambre doit être suffisamment occultée, c'est pour ça que vous devez vous déconnecter de votre téléphone, parce que plus vous allez regarder l'heure pendant la nuit, plus vous allez regarder les infos, etc., plus vous exposez à la lumière, et moins la mélatonine en fait peut être sécrétée, et donc moins vous allez pouvoir tomber endormi et surtout rester endormi. Et donc vraiment, par contre, exposez-vous à la lumière du jour, la journée, c'est elle qui va vous aider à rythmer tous vos rythmes sur les 24 heures. Donc autant je vous ai dit que la lumière était notre synchroniseur principal, mais on a aussi ce qu'on appelle les synchroniseurs sociaux. Et donc maintenant, je pense, donc en l'absence de rythme et vraiment sociétal, ou des rythmes qui sont différents, il est important en fait de s'aider de tous ces donneurs de temps qu'on appelle les rythmes sociaux, et donc ces synchroniseurs sociaux, comme le fait de prendre ses repas à heure régulière. Autant je vous ai dit donc ce qu'on a, les hormones de l'appétit en fait sont également sécrétées en fait la nuit. Et donc, il est important de manger régulièrement la journée pour qu'elle puisse continuer à être sécrétée pendant la nuit. Et tout ceci, en fait, va donner le temps, en fait, à votre horloge, le fait de manger des repas réguliers,
le fait d'avoir des activités, vos activités de travail en journée, et donc on a parlé du télétravail et de la fatigue psychique que ça générait, et donc il n'est pas possible de faire le même temps de travail que ce que vous faisiez avant en télétravail, tellement c'est énergivore, tellement ça demande un focus attentionnel important, et tellement on n'est pas multitasking, ça c'est pas possible. Et pareil par rapport à vos loisirs. Et donc, plus vous allez en fait essayer vraiment de mettre toutes ces activités, tous ces comportements en fait dans votre vie, et plus vous allez influencer en fait votre horloge, et plus vous allez pouvoir aider en fait votre horloge à garder un rythme circadien, donc à être calé chaque jour en fait sur les 24 heures. Et donc, mieux vous serez du coup adapté à votre environnement. Ça, c'est vraiment le message principal. Après, je pense, donc, comme je vous ai dit, pratiquer une activité physique, et je vous conseillerais de faire ça le matin. Ici, vous avez une diapo en fait sur les états de vigilance en fait sur la journée. Et donc, ce que vous voyez, effectivement, c'est la lumière qui va synchroniser nos rythmes. Ici, entre 10h et midi, on a ce qu'on appelle une zone privilégiée en fait d'éveil, dans laquelle vous allez pouvoir travailler, avoir un focus attentionnel, un degré de concentration en fait suffisant. Et donc le matin, avant de commencer ici à travailler, allez courir ou faites votre activité sportive, en tout cas, faites ça votre activité le matin. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que voilà, ici, entre 14 et 16 heures, on a ce qu'on appelle un creux circadien. C'est là, en fait, où tout le monde a envie de faire la sieste, où l'on fait les petits, on les met à la sieste à ce moment-là. Et donc, il est légitime que vous ayez un creux circadien donc, à ce moment-là. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'ici, entre 18 et 21 heures, on a à nouveau, en fait, une zone privilégiée d'éveil, c'est le pic d'alerte. Et puis, progressivement, on a la zone, ce qu'on appelle la vallée de la fatigue. Et donc, il est important le soir, donc quand je vous disais de vous déconnecter plus ou moins 2 heures avant le coucher, et vraiment de mettre en place ce rituel pour favoriser et amener l'horloge en fait à se déconnecter. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, faites vos activités physiques préférentiellement le matin, parce que si vous le faites le soir, effectivement, plus vous allez vous activer, plus vous allez monter la température, et plus ça va créer un état en fait d'hyper-réveil, et du coup, plus ça risque d'être compliqué en fait d'être dans des conditions favorables pour pouvoir s'endormir le soir. Et donc, ce que je vous dirais encore, faites attention en fait ici, ce à quoi il faut faire attention ou éviter, c'est le fait voilà, de modérer votre consommation d'excitants. Donc, je pense au café parce qu'ils ont un effet stimulant sur le système nerveux central et que donc ils risquent soit de retarder l'endormissement, soit de générer en fait des éveils en milieu de nuit ou en fin de nuit. Maintenant, méfiez-vous aussi, c'est que contrairement à ce qu'on croit, un café allongé contient plus de caféine qu'un espresso. C'est la durée en fait du filtrage en fait, qui donne le degré de caféine. Par rapport à l'alcool, je vous dirais aussi, voilà, c'est un faux ami parce que même si vous allez vous endormir plus rapidement, vous allez avoir l'alcool déshydrate et donc vous allez avoir plus d'éveil en deuxième partie de nuit avec probablement aussi plus de cauchemars. Pour éviter donc les repas trop copieux ou trop arrosés le soir, pareil, la digestion fait augmenter la température et donc risque, comme votre température, on sait que la température doit descendre, doit diminuer pour pouvoir s'endormir. Mais là aussi, vous risquez donc d'avoir plus de difficultés d'endormissement. Et donc, ici, j'ai juste un mot sur ce qu'on appelle le cododo, c'est le fait de dormir avec son animal de compagnie. Voilà, c'est que nous sommes des animaux diurnes et pas nocturnes. Et donc, voilà, notre chat a des rythmes de vie qui sont différents. Et donc, effectivement, il risque d'avoir des interférences sur la qualité de votre sommeil de nuit. Et alors, voilà, pour conclure, je vous dirais que, voilà, pour avoir un sommeil récupérateur, voilà, il est nécessaire de faire attention à l'hygiène de son sommeil,
qui nous permettra de gérer notre stress, l'anxiété, de faire attention, d'avoir un temps de passage au lit qui soit adéquat par rapport à ses besoins de sommeil, donc qui n'excède pas ses besoins de sommeil, donc de maintenir une pression de sommeil qui soit adéquate. Et tout ça permettra de régler en fait son horloge biologique. Et donc vraiment, enfin, better life for better life for better planet. Voilà, et donc je vous remercie de m'avoir octroyé ce temps de parole et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions par rapport au sommeil. Voilà, eh bien, merci beaucoup Virginie, que j'ai appelée Viviane tout à l'heure dans la précipitation, sans doute liée à l'adresse email. Nous avons donc une série de questions. Et alors, donc, je vais les reprendre, je dirais, à peu près dans l'ordre dans lequel elles sont venues. Il y en a une qui ne concerne pas directement le webinaire du jour et je propose qu'on la prenne en dernier lieu. C'est elle qui est arrivée en premier lieu, en fait. Et j'y répondrai parce qu'elle correspond plutôt à des choses que nous avions abordées avec Pierre Philippot. Donc la première question, qui est anonyme, nous demande: doit-on dormir aussi longtemps que possible ou un temps de sommeil plus important peut-il s'avérer contre-productif? Je pense que ça a été évoqué, mais ça peut peut-être être rappelé. Oui, eh bien, effectivement, c'est pas nécessaire. Plus vous allez augmenter en fait le temps passé au lit et plus vous allez appauvrir en fait votre qualité de sommeil, plus vous risquez d'avoir une latence d'endormissement importante et plus vous risquez d'avoir soit des éveils en milieu de nuit, soit un réveil matinal précoce. Et donc, au final, plus vous êtes comme ça et plus vous allez être chroniquement en privation et en dette de sommeil avec des répercussions diurnes en termes de somnolence, de fatigue, de difficulté de concentration et aussi en termes de sensibilité au stress ou de labilité d'humeur. Donc moi, je vous conseillerais, comme on l'a vu là, les 65% des gens qui dorment entre 7 et 8 heures, c'est d'essayer de maintenir ce range-là et de voir effectivement comment ça se passe pour vous. Maintenant, ce qu'on se rend compte dans notre société, c'est que la plupart des gens, en fait, ont tendance, en fait, à surestimer leurs besoins de sommeil en raison de notre vie actuelle et du train de vie actuel. Voilà, des temps de trafic, du travail excessif, le soir, multitasking, on a encore envie de faire des choses. Et donc, il faut vraiment bien faire la différence entre la fatigue et la somnolence. Et que c'est pas plus on va passer du temps dans son lit et plus on va récupérer, en fait. Ça, c'est vraiment une fausse croyance. Voilà, alors il y avait une deuxième question qui, je pense, se recoupe un peu avec ce qui vient d'être dit. C'est Isabelle qui nous la pose. Isabelle qui a eu des problèmes de son. J'espère que c'est réglé maintenant. Et elle nous dit, si je dors plus que 8 heures, j'ai l'impression d'être plus fatigué, dormir plus que d'habitude ne m'apporte pas davantage. Au contraire, plus de maux de tête, est-ce normal? Je pense qu'on vient de répondre à la question. J'en profite pour en poser une qui me vient à l'esprit par rapport à cela. Et si on veut recontextualiser les choses dans le monde sportif, puisque nous sommes quand même bien dans un centre d'aide à la performance sportive, on recommande généralement aux sportifs de dormir plus que monsieur et madame tout le monde à partir du moment où les charges d'entraînement sont importantes et où donc la dépense énergétique est importante. Et on parle souvent de 9 à 10 heures par jour chez des sportifs qui sont très entraînés. Donc, je dirais c'est le métier de faire du sport. Donc on peut penser par exemple à des triathlètes qui s'entraînent une trentaine d'heures par semaine ou des gens qui ont de très très lourdes charges d'entraînement. À partir du moment où ces gens voient leur charge d'entraînement se réduire, ils ont pris l'habitude de dormir plus. Comment peuvent-ils gérer finalement cette réduction sans doute du besoin de sommeil? Je pense qu'ils doivent en fait, ce qui se passe, c'est quand ils s'entraînent, et effectivement, le sommeil va entraîner le repos et la récupération nécessaires. C'est pour ça que beaucoup de sportifs, en fait, font des siestes, des courtes siestes après des périodes d'entraînement intenses, pour vraiment favoriser donc la récupération physique. Mais ici, vu que la charge d'entraînement a diminué, je pense qu'ils doivent avantage s'écouter et écouter leurs besoins. Vous voyez, si ce sont des grands dormeurs ou si ce sont des petits dormeurs.
voyez, et donc de là s'écouter en même temps par rapport à leur profil circadien. Et est-ce que ce sont des gens qui sont du matin ou bien est-ce que ce sont des gens qui sont du soir? Et donc davantage s'écouter pour essayer, parce que le profil circadien, il est défini génétiquement, paire 2 et paire 3. Et donc plus ces gens vont coller à leur génétique, plus ils vont rester adaptés en fait à leur environnement. Je ne sais pas si j'ai répondu oui, à oui, votre tout à fait, question, merci. Alors, il y a... oui, oui, tout à fait, donc merci. Katia, qui, toujours dans le même genre de questions, nous dit « On dort moins depuis le confinement, 6 à 7 heures max, mais sans être vraiment fatigué. Je me demandais si le fait de mieux manger, faire du sport dehors et avoir une vie moins hectique ne générait pas des nuits naturellement plus courtes. On peut aussi... Enfin, ça rejoint un peu. Oui, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est que voilà, en moyenne, les gens dorment 7 heures, 7h06. Donc, je pense que la dame, elle est, voilà, elle est, j'ai envie de dire, calée dans son besoin naturel de sommeil. Et effectivement, le fait de s'exposer à la lumière du jour, le matin, le fait de manger sainement et d'être moins dans la course effrénée, fait qu'elle s'écoute davantage. Et donc, bien sûr que plus on est stressé et plus en fait, comment dire, plus vous êtes, en fait, comment ça se passe? Plus on est stressé, plus ça génère en fait la libération de cortisol. Et la cortisol, c'est l'hormone du stress qui génère en fait une hypercortisolémie qui active l'axe hypothalamo-hypophysaire et qui en fait génère cet état, la création d'un état d'hyper-réveil. Et donc plus je suis dans cet état d'hyper-réveil, c'est un peu comme s'il y avait comment je veux dire ça, un hyper-fonctionnement du système d'éveil associé alors à un hypofonctionnement du système de sommeil et que la balance veille-sommeil, en fait, la bascule veille-sommeil ne sait pas se faire. Et donc, c'est ça qui fait que du coup, quand on est, voilà, je dois me lever à 6 heures, le boulot, les embouteillages, le boulot, 20 000 choses à gérer en même temps, le niveau de stress est augmenté. Et c'est ça qui fait qu'on peut avoir des fragmentations en fait, de son sommeil de nuit. Voilà, merci. Alors, il y a 2 autres questions qui se rejoignent un peu et donc je vais les regrouper. On nous demande ce que vous pensez de prendre de la mélatonine avant de s'endormir. Une question un peu parallèle, c'est de dire finalement, est-ce qu'il y a des routines? Est-ce qu'on peut mettre des routines en place pour mieux s'endormir? Et dans le même sens, on demande également si lire un livre sur une tablette au lit avec des lunettes anti-lumière bleue, hein, puisqu'on sait que la lumière bleue joue un rôle tout à fait clé là-dedans, ça peut être utile. Donc trois questions que je suis prévenu de grouper. Mélatonine. Donc, on parle bien de mélatonine donnée en magistral et pas de circadien. D'accord? Le circadien. Donc, comment est-ce que la mélatonine fonctionne? La mélatonine, en fait, elle est libérée en fait à l'endroit. En fait, la mélatonine, j'explique tout depuis le début, c'est que la mélatonine, en fait, elle est libérée entre 18 et 21 heures en fonction de notre profil circadien. Donc, en fonction que vous êtes du soir, en fonction que vous soyez du matin. Si vous êtes du soir, la mélatonine, elle va être sécrétée vers 20h, 21h, oui, et elle est sécrétée en pic, en fait, et la mélatonine est sécrétée en pic, et donc vous allez vous endormir quand la température va chuter, quand votre cortisol va chuter et quand la mélatonine sera à son pic. Et c'est ça qui fait en fait la porte d'entrée dans le sommeil. Tandis que le circadien, il est libéré, lui, plutôt en prolongé. Et donc tout au long de la nuit, mais au même dosage. Et donc il n'agit pas de la même manière que la mélatonine naturelle. Donc la mélatonine en magistral, elle peut être aidante dans le sens qu'elle va donner un coup pour son effet en fait sédatif au coucher, donc comme si vous allez avoir un coup d'assommoir. Maintenant, elle n'agit pas comme les benzodiazépines et donc vous n'allez pas avoir cet effet chamallow. Mais donc on l'utilise parfois dans certains cas, mais il faut être sûr que les gens c'est pas un bonbon, on ne peut pas l'utiliser comme ça en chronique, quoi. On peut faire des cures, mais comment dire, on peut l'utiliser, voilà, mais pas en chronique. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas en fait surtout de problèmes d'hygiène de sommeil, en fait, des comportements qui vont entretenir les difficultés d'endormissement, comme par exemple voilà, faire de la tablette dans son lit.
Mais ça, je pense que c'est vraiment une erreur d'hygiène de sommeil, parce que même avec la lumière, enfin, même si vous avez des lunettes ou même une lumière bleue, vous générez un conditionnement en fait négatif, c'est que vous n'êtes pas dans votre lit avec une sensation de détente, de décontraction. Maintenant, si vous n'avez pas de soucis à l'endormissement, ok, mais si vous commencez déjà à avoir des soucis de sommeil, en tout cas, je pense que ça, c'est vraiment à bannir. Virginie, dans le même sens, il y a quelqu'un qui demande si l'hypnose peut aider quelque chose, et plus particulièrement peut-être hors d'un contexte de confinement, mais chez des sportifs qui ont, pour des raisons organisationnelles, la nécessité de s'entraîner le soir. Donc tu as bien dit, l'augmentation de la température, bah, c'est pas idéal évidemment pour l'endormissement. Et donc la question, c'est il existe en tromper le système par l'hypnose. Oui, mais moi j'utilise, en fait, je recommande des stratégies, en fait, ce qu'on appelle des techniques de respiration abdominale, de relaxation, en fait, de Jacobson, ou des Schultz, ou des techniques de Schultz, ou d'hypnose, qui peuvent effectivement induire alors un état de détente et un état de relaxation. Bon, voilà, parfois on ne sait pas faire autrement, ou comme par exemple quand ce sont des épreuves sportives à l'étranger, qu'il y a un décalage, un jet lag, etc. On utilise toutes ces stratégies-là en fait pour favoriser les détentes et le fait de d'induire des routines en fait et des stratégies de déconnexion. Comme par exemple pour les sportifs, on utilise aussi des stratégies de micro-sieste. Vous voyez, je pense que c'est un peu tout ce canevas-là qu'on peut utiliser alors s'ils sont obligés de s'exercer le soir. D'accord. Et l'hypnose, puisque c'était en fait oui, ça peut la marcher question. aussi. Oui. Après, c'est un outil. Donc, je pense que c'est vraiment comprendre que l'hypnose, ce n'est pas une baguette magique. Je crois que bien comprendre que le sommeil, c'est un comportement et que donc, il y a vraiment des mesures comportementales à d'abord mettre en place pour favoriser le retour du sommeil en utilisant la physiologie du sommeil. Donc, ça veut dire le rythme circadien et l'homéostasie. Et puis après, l'hypnose peut être une mesure comportementale ajoutée qui permettra en fait de s'ancrer dans des modes de détente. D'accord. Alors, toujours pour terminer le sujet, Boubacar nous dit si c'est la température qui augmente, qui est un problème à l'endormissement après un entraînement, est-ce que prendre un bain froid peut être utile? Oui, c'est ce qu'on conseille. Par exemple, les gens par exemple, qui ont, qui retardent des retards de phase, on leur conseille, oui, de prendre un bain ou une douche froide. Après, il faut vraiment se connaître. Et il y a vraiment une sensibilité à avoir, mais oui, c'est recommandé. Voilà. Dans la question des jet lag, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. On a beaucoup de questions. Il m'en reste 5. Donc, je propose maintenant qu'on arrête les questions parce que sinon, on va plus pouvoir aller dormir. Hein. On va y passer la soirée. Donc, Serge nous dit en cette période, pour les jeunes en particulier, il faut, je pense, qu'ils ne quittent pas le rythme scolaire, dont notamment mettre leur réveil comme d'habitude et ensuite organiser leur journée. Comme l'a bien expliqué Olivier la semaine dernière, le meilleur moyen pour un coach, donc il est bien dans le contexte sportif, est probablement d'organiser de petits échanges à l'aube systématiquement. Et j'imagine que la question, c'est est-ce qu'on est bien d'accord sur cette stratégie de l'aube? Moi, je pense qu'il faut continuer à les éveiller en fait au même rythme où ils se réveillaient avant. Après, je pense qu'il faut un peu baisser évidemment l'intensité des entraînements, mais les faire de manière privilégiée le matin et vraiment organiser leur journée et avec vraiment pour maintenir une rythmicité. Donc voilà, une activité physique le matin, de manger à heure régulière, etc. L'après-midi d'avoir des moments de détente, voilà, puis de recommencer, vraiment de fractionner les activités. Ça, je pense que c'est le plus important et d'y associer des moments de détente, mais maintenir un levier régulier. C'est plus important. Voilà, alors on parle de la sieste maintenant et on nous demande une diminution du temps passé sur les tablettes. Parce que, je ne vais pas montrer ici, mais une étude en fait montre que chez les jeunes, c'est les chats en fait, que la plupart des jeunes en fait sont en privation de sommeil à cause en fait, voilà, des réseaux sociaux et des chats en fait
sur Internet le soir. Et donc, je pense que de mettre un cadre par rapport à ça, même si c'est difficile, je pense que c'est primordial. Très bien. Alors donc là, nous passons à la sieste maintenant. Oui. Et donc on nous demande quels sont les effets nerveux, physiologiques, métaboliques bénéfiques lorsque nous faisons une sieste de 30 minutes après un repas de midi. Est intéressant de placer ces siestes après un effort intense. On l'a évoqué également, sans doute après que la question n'ait été posée, ne soit arrivée, mais je tenais à la poser quand même. Voilà, rappelez-vous donc de la DIA sur les rythmes de la vigilance. On sait qu'entre 14 et 16, eh bien, on a un creux en fait qu'on appelle le creux circadien, qu'on est prédisposé, enfin qu'il y a une prédisposition en fait à ce moment-là à la somnolence, encore plus si vous avez repris un repas puisque votre digestion est en train de pomper toute votre énergie, voilà. Et mais maintenant, je pense que le problème c'est que un cycle de sommeil dure 1h30. Et que plus vous allez, on passe donc dans différents stades de sommeil. Donc d'abord le stade léger, puis le stade 2, puis le stade 3 et puis le stade 4. Et en fait, le stade qu'on appelle maintenant N3. Et en fait, c'est ce stade-là, c'est le sommeil lent profond qui entraîne la récupération physique. Et donc, plus vous allez augmenter la durée de sieste, plus vous allez faire un cycle de sommeil. Et donc, du coup, plus vous risquez d'handicaper en fait la qualité et la profondeur de votre sommeil de nuit. Tandis que si vous faites une demi-heure, vous allez rester en stade 1, en stade 2, et donc vous reposez et récupérez vu l'effort intense, et puis vous sentir fit et alerte. Tandis que si vous avez fait un cycle complet, au réveil, vous risquez d'avoir beaucoup plus de mal en fait de réembrayer dans vos rythmes. Voilà, merci beaucoup. Alors, tant qu'on est dans la sieste, restons-y. Ici, on parle des power naps, donc les micro-siestes pour les sportifs. On demande combien de temps elles doivent avoir lieu avant l'heure d'un match ou d'un entraînement, et donc est-ce utile? Disons que ça se prépare. Voilà, ça se prépare parce qu'on ne sait pas entrer en micro-sieste comme ça. Le sommeil, ce n'est pas un interrupteur on-off. Il faut vraiment une bonne préparation à ça. Et en fait, il faut aussi, avant un match ou avant une préparation, il y a un certain degré de stress qui est bénéfique aussi. Et donc, je pense que tout ça est personnel dépendant et spécifique. Donc, mais je pense que, je dirais 2 heures avant l'événement, de pouvoir faire une micro-sieste, en fait, serait bénéfique. Maintenant, ça dépend vraiment, ça dépend d'une personne à l'autre. Ça dépend de son profil circadien. Par exemple, quelqu'un qui est du matin, qui doit faire son effort le soir, effectivement, de lui de faire une micro-sieste aura tout son sens. Par contre, si c'est quelqu'un du soir, ça n'aura pas de bénéfice pour lui. Merci beaucoup. Et donc la dernière question peut être liée au sommeil, et puis je prendrai celle qui m'était plutôt adressée. C'est une personne qui parle en fait de sa situation plus personnelle et qui dit que depuis le confinement, eh bien, elle écoute son corps, elle va se coucher plus tard, entre minuit et 2 heures du matin, et se réveille plus tard vers 10 heures. Donc ce qui lui fait 8 heures de sommeil. Et elle demande s'il faut se forcer à maintenir les horaires de sommeil d'avant confinement, ou est-ce qu'il faut laisser le rythme de son corps, enfin faire ce que son corps lui indique de faire, et elle te remercie pour l'exposer. Mais moi, je lui conseillerais de continuer à s'écouter. La seule chose, c'est qu'on voit donc du coup dans ce qu'elle raconte, c'est que c'est quelqu'un qui a un profil circadien qui est plutôt du soir, d'extrême du soir, plutôt du soir. Je ne sais pas si extrême, mais plutôt du soir. Et donc du coup, effectivement, si elle s'écoute, elle va avoir tendance à se décaler le soir. Maintenant, elle n'a pas un temps excessif au lit. Elle a 8 heures de temps passé au lit, et donc si elle se sent fraîche et reposée en fait le matin, voilà. Et si elle n'a pas d'impératif, moi je lui dirais de continuer comme ça, mais ne pas prolonger au-delà de 10 heures, et à 10 heures de bien s'exposer à la lumière le matin. Voilà, eh bien, merci beaucoup Virginie pour cet exposé qui est pénible, mais ça y est, j'ai quand même pu me connecter. Au revoir. Voilà, qui a manifestement suscité tout l'intérêt. Alors, il y avait une dernière question de Erwin qui me disait qu'il était un peu hors sujet. Effectivement, on ne parle pas vraiment ici de sommeil, mais qui demandait si les sportifs qui continuent à faire des efforts intenses
si c'est une bonne idée par rapport à leur immunité et quand est-ce qu'ils pourront reprendre des exercices intenses. Donc, je ne vais évidemment pas prendre de décision à la place du gouvernement. Ça, je pense, c'est au gouvernement à décider quand, je dirais, les aspects sportifs, compétitifs vont pouvoir reprendre. Donc, je répète ce que j'avais dit quand on a eu le webinaire avec Pierre Philippot, c'est que faire un exercice physique régulier tout au long de sa vie et de manière modérée, c'est plutôt bénéfique pour le système immunitaire. Maintenant, ce n'est pas évidemment une assurance tout risque et ça en rien n'enclenche le fait que vous soyez immunisé d'office contre le Covid, contre le SARS-CoV-2 par exemple, donc le virus qui induit le Covid. Donc, même si vous êtes sportif, vous n'avez pas d'immunité contre cela, mais vous avez une meilleure immunité innée, comme on dit, c'est-à-dire l'immunité qui n'est pas ciblée, qui n'est pas directement orientée vers une cible particulière. Donc globalement, la première barrière. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que si on fait un exercice physique très intense, dont on n'a pas l'habitude, et donc par exemple une sortie de très très longue durée ou un exercice de très très haute intensité pour lequel on n'est pas vraiment préparé, donc on se met dans le rouge en quelque sorte, eh bien on déprime son système immunitaire pendant quelques jours. Et donc à ce moment-là, effectivement, si malheureusement on doit lutter contre une infection, eh bien c'est très dommage. C'est ce qui explique que par exemple les gens qui font des marathons en termes de loisirs, eh bien, développent souvent dans la semaine qui suit une petite infection des voies respiratoires supérieures qui n'est rien d'autre qu'un rhume, mais qui pour l'instant pourrait être un peu plus embêtant. Donc la recommandation, c'est toujours ne faites pas d'exercice physique extrêmement intense par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Et donc la question ici faisait référence par exemple au Tour de Suisse, qui est en train de se faire de manière virtuelle. Alors, effectivement, ce sont des exercices très intenses, ce sont des exercices qui ne durent pas très longtemps, hein. Ils font des étapes qui sont plutôt courtes, une bonne heure si j'ai bien compris, et ce sont des gens qui sont très très entraînés. Donc, ce ne sont pas des exercices qui sont particulièrement intenses pour eux. Donc, je pense qu'eux sont bien préparés à faire ce genre de choses. Voilà, j'ai donc répondu à cette question et donc je voudrais vous remercier toutes et tous de l'attention que vous avez bien voulu nous porter encore une fois ce soir, et je suis désolé pour les petits problèmes techniques que nous avons eus en début de séance. La semaine prochaine, donc nous nous retrouvons même jour, le jeudi à 18 h, même heure, et cette fois-ci c'est mon collègue le professeur Jacques Duchâteau de l'Université libre de Bruxelles qui animera le webinaire avec une thématique qui n'est pas directement liée à notre période de confinement, mais qui, je pense, est d'un intérêt général pour le monde du sport. Il posera la question de l'intérêt du stretching pendant les étirements. J'espère vous retrouver toutes et tous nombreux. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.